Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre d'endroit où aller, où ce soir, pour la journée des droits de la femme, nous avons l'honneur de recevoir Agnès Ledig et Nathalie Iris, une très belle affiche. Alors Agnès pour la sortie de son roman Se le dire enfin qui sort mercredi aux éditions J'ai lu et Nathalie Iris, libraire de la librairie La Mots en Marge à la Garenne Colombe. Toujours le même système, nos amis participants peuvent poser des questions à Agnès via l'onglet Converser et je me ferai un plaisir de venir les poser à la fin. Agnès, Nathalie, belle rencontre. Je vous dis à tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Bon Agnès, je vous disais à l'instant, et c'est vraiment extrêmement sincère, je suis très 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 heureuse de vous retrouver et d'animer cette rencontre. Voilà, je relisais justement votre livre pour la préparer et c'est un tel plaisir voilà, de se replonger dans vos mots, dans vos phrases, que vraiment, d'abord et avant tout, un grand merci pour tous les livres que vous nous offrez. Merci beaucoup. Bon, alors je pense que les auditeurs vous connaissent, mais je vais quand même juste dire quelques mots de vous présenter. En fait, vous êtes, alors je suis tout simplement allée sur Wikipédia, hein, je ne suis pas allée chercher bien loin. Donc, vos parents étaient instituteurs, donc je pense que vous êtes née dans une famille où on lisait beaucoup et dès le début, vous étiez une grosse lectrice. Mais néanmoins, vous avez commencé par vous orienter vers des études scientifiques, c'est bien ça? Ouais, j'ai eu un parcours un petit peu chaotique au début jusqu'à trouver ma voie, mais j'ai fait de l'agronomie au départ, un DUT d'agronomie et une spécialisation en production laitière, d'où Marie d'en haut qui passe en Ariège avec des vaches et voilà. Puis après, je me suis réorientée vers le métier de sage-femme en cours de route et puis celui d'auteur ensuite. Et puis celui d'auteur, oui. Celui d'auteur a succès en fait dès le départ, hein, puisqu'effectivement, vous mentionniez Marie d'en haut, qui est, je crois, votre premier roman publié, Oui. qui a tout de suite connu du succès. Et puis ensuite, évidemment, juste avant le bonheur, on regrettera plus tard, part avec lui. Je crois qu'il y en a 2 ou 3 entre. Et puis, se le dire enfin. En fait, je voudrais d'abord commencer parce que je pense que c'est important de situer justement géographiquement ce roman. Donc, il démarre, les quelques premières pages démarrent dans une gare, mais très vite, on part dans un gîte. Vous pouvez justement nous situer ce gîte et ce qui vous a peut-être inspiré, qui a inspiré de ce décor. Alors, je suis partie en forêt je cherchais une forêt. J'avais besoin de faire une histoire qui se passe dans une forêt. Et donc, j'ai fait mes bêtes recherches sur Internet, chercher quelle forêt en France ou en pays limitrophes pouvait m'accueillir pour ce décor. Et en fait, ça faisait très, très longtemps que j'avais envie de découvrir la forêt de Brocéliande. Et donc, j'ai encore cherché sur Internet pour trouver un gîte et je suis tombée sur le gîte du Bois des Elfes. Et donc, j'ai réservé pour un séjour là-bas et j'y suis allée. J'ai expliqué au propriétaire des lieux ce que j'avais envie de faire, que je venais pour écrire. Et en fait, je suis très bien tombée parce qu'entre-temps, Michel est devenu un ami parce qu'on a passé beaucoup de temps dans la forêt. Il m'a fait découvrir cette forêt magique. Et donc, je me suis beaucoup promenée sur plusieurs séjours pour vraiment m'imprégner des lieux et incarner l'histoire dans cette forêt de Brocéliande. Alors, pourquoi est-ce que justement vous vouliez une forêt absolument? Et parce que je suis aussi tombée dans les arbres quand j'étais petite, pas que dans les livres. Et plus le temps passe, plus j'aime les arbres, plus je me ressource dans la forêt. Et j'avais envie d'ancrer cette histoire dans la forêt pour montrer à quel point on peut être touché par cette nature puissante. Et voilà, on parle beaucoup de sylvothérapie, des bains de forêt, etc. Et moi, c'est juste en allant me balader que je le vis. Je trouve qu'on est un petit peu déconnecté de cette réalité-là, et encore plus en tant que citadin, j'imagine, parce qu'il y a quelques parcs en ville, mais ce n'est pas ça qui fait une forêt. Et donc, mon Édouard, ben, j'avais envie de lui faire changer, mais complètement de décor et de vision de la nature, et aussi de
de l'aider à trouver des réponses au fond de lui grâce à ces plongées dans la nature puissante et sans rien autour, quoi. Juste la nature et lui. Alors justement, cet Édouard. Alors au début du roman, Édouard, il est marié à une femme qui apparaît un peu dirigiste. En fait, on n'a pas le temps de beaucoup la voir, mais on comprend ça. Et puis, alors qu'ils doivent repartir finalement chez eux après un petit week-end, bien Édouard ne suit pas sa femme et il va aider une vieille dame à porter sa valise. Et puis finalement, en portant sa valise, il va monter dans le car avec elle. Et puis, il va atterrir quelque part. Alors, où va-t-il atterrir? Dans la maison d'hôte, la chambre d'hôte de Gaël et son fils Gauvin. Et lui, il y va, il prend juste son sac à dos avec son ordinateur, 2 slips, 2 t-shirts, et puis il part à l'aventure, mais sur un vrai coup de tête. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il se rend compte que il suffit d'une phrase de Suzanne, cette vieille romancière anglaise qui a une lourde valise, et elle lui dit, moi je trouve toujours les réponses dans la forêt, et lui il est bourré de questions, donc il y va, il part, et en fait il va rencontrer des gens très très différents dans ce petit hameau, et en les aidant eux à résoudre des choses, il va lui résoudre des choses au fond de lui. Alors justement, oui. J'aime bien montrer à quel point les rencontres peuvent être déterminantes et à quel point on peut se faire la courte échelle les uns les autres pour parfois se reconstruire ensemble. Oui, j'allais dire, est-ce qu'on peut parler finalement de courage de la part d'Édouard, ou est-ce que c'est quelque chose, une espèce de goutte d'eau qui à un moment fait déborder le vase et c'est plus fort que soi et on est obligé d'affronter son destin finalement peut-être. Certains peuvent dire que c'est une forme de lâcheté de laisser sa femme comme ça sur le quai de la gare sans la prévenir. C'est quand même assez, comment je vais dire ça, c'est pas très très sympa. Hein, et elle le vit très mal évidemment. Moi je le vivrais très mal aussi. Mais en même temps, il est dans un tel contexte qu'il a besoin de cette coupure nette, de cette fuite, en fait. Édouard va fuir dans la forêt et c'est ça qui va faire qu'il va se retrouver. Mais oui, il faut du courage pour partir. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui restent parce qu'ils ont peur. Mais le courage, c'est affronter ses peurs et c'est y aller. Parce que justement, au départ, on a l'impression que Édouard, effectivement, il n'est pas si courageux que ça. C'est quelqu'un qui s'est toujours laissé faire dans sa vie, finalement. Ouais. Et voilà, il y a ces petites gouttes d'eau. C'est pour ça que je dis, bon, finalement, il a cette étincelle quand même de courage. Mais vous avez raison, le courage et son pendant, la lâcheté de laisser cette femme. Ouais. Alors, il y a quand même eu 15 jours avant la réception d'une lettre déterminante qui va être un peu comme on allume le baril de poudre et voilà, et il explose ce jour-là sur le parvis de la gare de Vannes, mais ça fait 15 jours que quelque chose chemine en lui. Hein. C'est ce déclic antérieur qui fait qu'il ose. C'est vrai. Oui, c'est un peu le détonateur en fait. Hein. Ce détonateur qu'on va retrouver au fil des pages. Alors, je ne veux absolument pas divulgacher, comme on dit, mais amis lecteurs, cette lettre a toute son importance, nous n'en dirons pas plus. Il va atterrir effectivement dans ce gîte, mené par cette vieille dame, cette vieille dame anglaise qui est là pour écrire. Donc, c'est Gaël qui tient le gîte avec son fils Gauvin. Alors, son fils a une particularité. Est-ce qu'on peut dire qu'il est autiste? Non, il n'est pas autiste. Il est simplement, il est mutique. Il ne parle pas suite à un traumatisme qu'on découvre un petit peu plus tard. Mais ça va permettre cette absence de parole, ça va permettre à Édouard d'entrer en contact avec lui autrement et de se connecter à lui par la sensibilité. J'avais vraiment très, très envie de parler de l'hypersensibilité. Et en fait, Gauvin est un adolescent hypersensible et Édouard va se retrouver, lui, comme un effet miroir. Il va découvrir sa propre hypersensibilité dans les yeux de ce jeune garçon
qui est plein de vie, mais aussi plein de détresse. Et donc, c'est comme s'ils étaient connectés sur les mêmes ondes et qu'ils arrivaient à communiquer autrement. Oui, d'ailleurs, je fais juste une parenthèse, mais il me semble qu'au moment où le livre est sorti en grand format, vous avez aussi publié sur l'hypersensibilité 2 livres pour la jeunesse. Oui, oui, tout à fait. Juste... Un des 2 livres de Mazette. Mazette est très sensible. Et c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, d'abord parce que moi je le suis et que je l'ai découvert vraiment très tard et j'ai des enfants hypersensibles, souvent c'est lié, hein, c'est une petite dimension génétique. Et j'ai beaucoup lu sur le sujet, j'ai beaucoup cherché, j'apprends encore des choses. Là, je viens de lire le livre de Fabrice Midal, Êtes-vous hypersensible, qui est formidable, qui fait beaucoup de bien. Et j'ai encore découvert des choses de mon quotidien que je ne comprenais pas, que je ne comprenais pas pourquoi je fonctionnais comme ça. Et tout d'un coup, lui, quand il l'écrit, je me dis, mais oui, mais c'est ça. Et donc, j'avais vraiment envie, à travers un roman, de raconter ce que peut être l'hypersensibilité et en plus l'hypersensibilité chez un homme. Parce que j'ai l'impression que c'est encore plus tabou que chez une femme de découvrir qu'on est hypersensible quand on est un homme. Alors qu'il y a tellement d'hommes hypersensibles qui ont besoin qu'on aille les chercher derrière leur bouclier, quoi, pour les trouver dans ce qu'ils sont vraiment. Oui, c'est vrai. Et en tout cas, ce personnage de Gauvin, cet enfant qui apparaît comme ça vraiment régulièrement, avec des comportements qui paraissent étranges et bon, que l'on va comprendre, éclaircir, élucider finalement au fur et à mesure du livre. Oui, c'est vrai que c'est un personnage vraiment marquant. Alors, dans ce gîte, il y a également une jeune femme qui s'appelle Adèle, qui partage finalement la même salle de bain qu'Édouard. Alors, cette jeune femme est étrange. Parce que, pourquoi enfin, dites-nous, si vous pouvez nous parler d'Adèle. Elle est mystérieuse parce elle a elle aussi des choses à régler au fond d'elle et beaucoup de rancœur, de colère, de rage vis-à-vis des hommes. Et là aussi, il va y avoir un apprivoisement entre les deux parce que lui, lui la considère, alors je ne veux pas trop en dire non plus, mais lui va enfin, il a l'impression de voir un petit peu sa fille dans cette jeune fille et elle qui a tellement l'habitude d'être embarquée dans des histoires de séduction, etc. Elle se dit, tiens, enfin un homme qui s'intéresse à moi, mais pour autre chose que juste mon physique ou le fait que je sois une femme. Et donc, par ce biais-là, il va réussir à entrer en contact avec elle et puis comme je le disais tout à l'heure, à résoudre ensemble chacun ses problématiques. Oui. Alors c'est vrai que c'est un personnage qui ressemble presque un peu à une fée parce que dans cette forêt de Brocéliande, elle est là avec son cheval, Perceval, et puis elle va parcourir la forêt. Bon, on comprendra dans quel but un petit peu plus tard au fil des pages. Mais voilà, c'est un personnage presque féerique, on pourrait dire à certains moments. Mais j'avais envie, c'est ça qui est intéressant dans la forêt de Brocéliande, c'est qu'il y a à la fois le côté naturel, mais il y a aussi tout l'aspect des légendes qui baignent cette forêt. Et quand vous allez à l'office du tourisme de Tréorantuc ou à l'office du tourisme je ne trouve plus le nom, je ne vais pas retrouver, mais c'est pas grave. Dans tous les offices de tourisme du coin, il y a des bouquins sur les légendes, sur la légende du roi Arthur, évidemment, Merlin l'Enchanteur, la fée Viviane, etc. Et donc, j'ai aussi beaucoup lu sur ces sujets-là et j'avais envie de mettre un peu en filigrane ces légendes qui sont ancrées aussi dans cette forêt et puis parce que nos vies ressemblent aussi à des contes et à des légendes. Donc mon Édouard, il arrive dans ce milieu un petit peu féerique et un petit peu magique et tout en étant très terre à terre, parce que Raymond, qui habite dans le hameau, est très ancré dans
dans la terre, quoi. Et voilà, donc c'est un petit mélange de tout ça que j'avais envie de partager avec mes lecteurs. Et alors, il y a un passage justement qui est vraiment très touchant presque. C'est les premières fois où Édouard finalement marche dans la forêt. Et ben, en fait, il prend contact. En fait, ses pieds prennent contact avec la mousse et tout ça. Et il se dit, ah, mais d'habitude, je marche sur de la moquette. Et là, le contact est différent. Et vraiment, vous retranscrivez bien voilà, cette impression de pieds qui marchent sur la mousse. Et Édouard n'a pas du tout cette habitude-là, quoi. Ben non, parce que lui, il a été jusque-là déconnecté de la nature en habitant en ville, en ayant un boulot très... voilà, il travaille à la SNCF, il est pas en contact avec la vie. Et quand vous entrez en contact avec la nature, que ce soit par les pieds, que ce soit par l'ouïe, la vision, il y a une vibration, il y a quelque chose qui se passe. Et là aussi, les hypersensibles... Ouais. ont besoin de ce rapport à la nature. Donc, j'avais envie de décrire ça pour montrer à quel point ça peut réveiller des émotions humaines que d'être en contact avec l'herbe, avec l'écorce, avec le bruit de l'eau, etc. Oui, vraiment. D'ailleurs, dans votre livre, on sent en fait, on sent les odeurs de la forêt, et puis on a envie d'y aller. Une fois qu'on a refermé le livre, on se dit bon, alors cette forêt, quand est-ce que j'y vais? Bon, mais alors tout ne se passe pas dans cette forêt parce qu'effectivement, vous faisiez allusion donc à une lettre que Édouard a dans sa poche, qu'il relit assez régulièrement. Alors, dites-nous un peu qui a écrit cette lettre. En fait, c'est Élise, son amour de jeunesse, son amour d'adolescence qu'il a perdu de vue et qui, alors je ne vais pas trop en dire non plus, mais ce que je peux dire, c'est qu'ils s'étaient promis en se quittant, parce qu'elle a dû partir, adolescente, ils s'étaient promis de se dire un jour s'ils avaient réalisé leur rêve. Et elle lui écrit 33 ans plus tard pour lui dire que ça y est, elle a réalisé son rêve. Et donc, c'est ça aussi qui est le déclic. Il se dit, j'ai 50 ans et je n'ai pas réalisé mon rêve. Et donc, il est temps. Il est temps maintenant de trouver des solutions pour le faire. Et donc c'est ça, c'est ce détonateur et qui va permettre de retrouver le contact avec Élise et de voir qu'elle a réalisé ce rêve-là et lui donner envie à lui de le faire, son rêve à lui. Oui, oui, c'est vrai. Et puis, alors peut-être aussi qu'il va se rendre compte que certes, il est marié avec une femme, mais que finalement, il n'a jamais oublié Élise. Non, bah non. Non. Bah non, parce qu'un vrai amour, ça s'oublie peut-être pas comme ça. Hein. C'est ça. Puis ça a été une vraie déchirure pour lui. Donc, il se rend compte que c'était quelque chose n'est pas terminé avec elle et le temps a beau passer, les années, des dizaines d'années, parfois ça reste intact. Alors vous mêlez aussi, donc ça on peut dire l'histoire principale, et puis alors que l'histoire a déjà commencé, vous mêlez quelques chapitres où en fait on voit une femme qui va dans un commissariat déclarer la disparition de sa fille qui doit avoir peut-être 18-20 ans, quelque chose comme ça. Alors, évidemment, il faut lire le livre, hein. Il y a beaucoup d'énigmes peut-être, mais cette femme, elle n'a pas l'air bien heureuse quand même. Elle vient déclarer la disparition de sa fille, mais il y a aussi autre chose que très vite le brigadier va comprendre. Oui, ben en fait, elle est maltraitée. Elle est maltraitée par son mari qui est restaurateur dans une petite ville de montagne des Alpes, enfin du Jura. Et en fait, le départ de sa fille lui fait comprendre à elle qu'elle devrait partir aussi, mais elle n'y arrive pas. Et donc, il y a cette histoire parallèle de prise de conscience. En fait, ce livre, c'est beaucoup des prises de conscience un espèce d'état des lieux de sa vie, où j'en suis, est-ce que je suis heureuse est-ce que je suis heureux ou heureuse dans cette vie-là, et qu'est-ce que je peux faire pour en changer si ça ne va pas. Et donc tous mes personnages sont un petit peu dans ce stand-by en attendant
de trouver la force ou le courage ou de changer de vie quand ça va pas, quoi. Et c'est beaucoup les retours que j'ai eus suite à, suite à ce livre. Il y a eu quelques prises de conscience quand même de se dire, ben, en fait, peut-être que je suis dans une vie qui me convient moyennement, mais que je laisse aller parce que c'est plus facile. Et ça peut faire une petite piqûre une petite décharge de prise de conscience, quoi. Voilà. Elle n'est pas très longue, la vie sur Terre, donc autant qu'elle soit heureuse. Oui, et puis c'est vrai que justement, c'est ça la magie des livres. Et donc, merci les auteurs, merci les écrivains, merci les écrivaines. C'est vrai il y a quand même beaucoup de gens qui vous disent, ah mais moi, ben voilà, si on leur demande quel est le livre qui a changé votre vie, il y en a toujours un. Il y a toujours un livre qui a changé la vie de quelqu'un. Et je pense qu'effectivement, se le dire enfin, ce dernier livre, moi, je comprends tout à fait que des gens, en fait, se reconnaissent dans ces situations de blocage, finalement. Oui. Et puis, vous leur ouvrez la porte, quand vous leur ouvrez les yeux. Oui, c'est ça. Alors, je dis pas qu'il faut abandonner sa femme sur le quai de la gare. Il y a un petit peu moins violent pour mettre de l'ordre dans sa vie. Mais ouais, il y a un moment donné... Et c'est l'âge, hein, autour de 50 ans, 40, 50 ans, où on se dit, on a fait toute une première partie et on se dit, est-ce que je continue comme ça ou est-ce qu'il y a autre chose qui me conviendrait mieux? Et c'est difficile parce qu'on a souvent construit beaucoup de choses, hein, avec des enfants, un travail, une maison, etc. Et parfois, quand on prend conscience que ben non, ça ne convient pas, ça fait beaucoup de choses à sacrifier, entre guillemets, mais pourquoi? Pour vibrer quand même, donc plutôt que de rester éteint jusqu'à la fin de son existence. Donc, c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Non, mais justement, c'est ça que j'ai trouvé assez fort dans votre livre, parce qu'il y a des situations qui sont extrêmes, comme effectivement cette femme qui vient déclarer la disparition de sa fille, et finalement, bah, c'est une femme qui est malheureuse, qui est maltraitée, son mari est vraiment horrible, quoi. Enfin, il est violent, il est tout à fait antipathique, mais elle a vraiment toutes les raisons de quitter. Édouard, ouais. Finalement, il en a peut-être un peu moins, il est juste pas heureux. Mais est-ce que quand on est juste pas heureux, est-ce qu'il ne faut pas tout de même changer? Ben si, parce que je pense qu'on peut toujours... faut évidemment peser le pour, le contre, faire des concessions. Hein. Le but, c'est pas non plus d'avancer dans la vie sans se poser de questions par rapport aux autres et par rapport à ce qu'on a construit. Mais Édouard, ça lui pèse. La ville lui pèse. Sa femme, il n'y a plus d'amour entre eux. Donc, faut-il rester en couple quand il n'y a plus d'amour? C'est une question que je pose, quoi. Et oui. Et puis, ouais, cette découverte de cette sensibilité, elle est importante pour lui. Et ce rêve à réaliser, évidemment, ce rêve à réaliser. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit message comme quoi peut-être il faut faire confiance à la vie parce que la vie peut réserver des surprises? Oui, alors oui, j'y travaille beaucoup et dans le prochain, je travaille sur ça, sur le hasard, sur le fait que parfois des choses nous sont envoyées pour une bonne raison. À mes yeux, voilà, il y a différentes façons de voir le hasard, hein. En philosophie, certains philosophes voient de la contingence, d'autres du déterminisme. Enfin voilà, mais plus ça va, plus je me dis qu'au final, il y a quand même quelque chose qui se passe qui fait que des événements nous sont envoyés. Après, c'est nos choix, hein, qui font qu'on les saisit ou on ne les saisit pas, mais on a toujours... Notre vie, c'est comme un arbre, c'est une arborescence, et à chaque fois, on est à un embranchement et on choisit d'aller à droite ou à gauche, on va à droite, après on choisit d'aller à droite ou à gauche, et puis au final, on arrive au bout d'une existence. Elle aurait pu être complètement différente en faisant d'autres choix. Et Édouard, c'est un petit peu ça. Il se rend compte à un moment donné que la branche sur laquelle il est parti, c'était peut-être pas la bonne, donc il peut encore changer. Mais
je pense qu'il faut essayer de retrouver son instinct de cœur et choisir le bon embranchement, mais pour les bonnes raisons et qui colle avec ce qu'on est vraiment. Oui, et alors bon, c'est vrai qu'Édouard, sur un coup de tête, il quitte sa femme sur le quai de la gare comme ça, mais finalement, bon, une fois qu'il a quitté, à part ce geste très brusque, c'est un homme qui quand même a la tête sur les épaules. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a quitté sa femme, il se dit, enfin une fois qu'il a laissé sur le quai de la gare, il se dit, bon, bah alors maintenant, comment je vais gérer ça, quoi? Il se pose des questions par rapport à cette lettre d'Élise. Est-ce que je prends contact avec elle? Oui, non. C'est pas quelqu'un d'irréfléchi, Non, Édouard. du tout, du tout. Mais c'est quelqu'un qui s'est oublié, en fait, qui s'est ignoré. Je préfère dire qu'il s'est ignoré parce que il se connaissait pas tant que ça, et puis il est parti. Il a construit sa vie un peu sur ce précédent chagrin d'amour et un petit peu par dépit. Et il se rend compte 30 ans plus tard qu'il y a autre chose à vivre pour lui. Mais il est quand même dans un moment d'incertitude pendant un bout de temps, hein, de qu'est-ce que je fais là, pourquoi je fais ça. Il culpabilise par rapport à sa femme, évidemment. Et puis ils ont une fille ensemble, mais qui est majeure. Donc voilà, il est dans un moment inconfortable et je pense que quand on a à remettre en question des choses de sa vie, c'est toujours inconfortable. C'est beaucoup plus facile de rester dans les rails, hein, ça c'est sûr. Mais quand on sort des sentiers battus, euh, c'est plus inconfortable, mais je pense que c'est plus riche. Oui, c'est vrai. Et moi, j'ai beaucoup aimé sa sincérité, en fait. Comme vous dites, je ne sais pas si c'est la sincérité et aussi son hypersensibilité qui est probablement liée justement à à cette sincérité. Et puis, alors, il y a aussi autre chose que vous mettez, qui m'a un peu fait sourire, mais c'est vrai. Dans ce gîte, il y a une espèce de placard et en fait, il faut laisser son téléphone portable. Oui, Donc, il faut. On invite les gens à laisser leur téléphone portable. voilà. Et le téléphone portable, c'est aussi peut-être un engin de vie suffisamment important pour que vous lui accordiez une place particulière dans le livre et que peut-être par de là, vous disiez au lecteur, bah, écoute, lâche un peu cet engin. Oui, alors ben oui, mais on y est tous, mais moi aussi, hein, évidemment, on est tous très très accrochés à ce téléphone qui vit dans notre main et on l'utilise pour tout, pour de très bonnes choses aussi, mais je pense que c'est important parfois de s'en déconnecter et je décris dans le roman comment les premières fois où Édouard le laisse et va dans la forêt, il est complètement perdu parce qu'il a pas d'heure, il sait pas où il en est, il sait pas où il est ni quand l'heure de la journée. Il y a une espèce de vertige et de vide en laissant de côté ce truc-là et en fait il y prend goût parce que ça lui apporte autre chose et c'est vrai que le téléphone est devenu vraiment prépondérant dans nos vies et d'apprendre à le poser, ou au moins à se mettre en mode avion de temps en temps, quoi. C'est-à-dire que plus rien ne peut entrer. Alors je l'ai là parce que j'ai peut-être un réveil dessus, mais je me coupe du reste et ça peut faire du bien parfois. Mais c'est difficile parce on est tous un peu accros à ça. Oui, mais j'ai trouvé justement que c'était une très bonne. Voilà, enfin, le lecteur s'identifie parfaitement. Et vraiment, je vous remercie de l'avoir mis dans le roman parce que c'est vrai, c'est aussi peut-être une injonction au lecteur de dire, écoutez, posez-le, quoi. Et d'ailleurs, je me demandais si dans le gîte dans lequel vous avez écrit votre livre, justement, il y avait ce petit casier pour poser les téléphones ou c'est sorti de votre imagination? Alors, c'est sorti de mon imagination, mais pour la petite histoire, Michel, après, l'a fait. Il l'a fait pour ses clients. Alors, maintenant, il est plus là, Michel. Ils ont pris leur retraite. C'est quelqu'un qui a pris la suite. Je ne sais pas si elle va garder ce petit casier, mais quand il a lu le livre, il a dit, oh, je vais le faire, je vais le faire. Il l'a fait, effectivement. Voilà. Oui, je trouve que c'est même à nous en fait, c'est quelque part une bonne idée quoi, de se dire lâchons-le. Pour ça, je trouve que dans votre livre, voilà, il y a plein de petits.
un petit conseil en quelque sorte. Et voilà, mais c'est conseil romancé. Donc, je trouve ça hyper agréable de lire ça de cette façon-là. Parce que vos personnages, c'est nous, mais c'est quand même pas nous. Donc, Oui, ça fait réfléchir. c'est des petits bouts de nous. Des petits bouts de nous, voilà. Je voulais aussi vous poser une question, évidemment, sur le titre, Se le dire enfin. Pourquoi ce titre? Oui, Mais parce qu'à un moment donné de la vie, il est temps de se le dire enfin. C'est tout. Se dire oui, mais enfin. à qui? Est-ce que c'est se le dire, est-ce que c'est se le dire à l'autre ou est-ce que c'est se le dire à soi-même? Ah Se bah, le les deux, dire enfin. c'est les deux. C'est dire à l'autre, bah, effectivement, entre Élise et Édouard, elle va lui dire, ça y est, j'ai réalisé mon rêve, et lui va se le dire à lui aussi, j'ai pas réalisé le mien. C'est se le dire enfin, c'est se dire enfin tout ce qu'on a à se dire et se dire à soi et aux autres. C'est les deux, évidemment. Et il n'y a pas que, en fait, il y a pas que Élise et Édouard qui se le disent enfin. Il y a aussi, voilà, il y a aussi Gauvin et sa mère. Il y a aussi Adèle et sa mère. Enfin, Oui, ouais, ouais, tout à fait. Non, c'était vraiment, il m'est venu de façon assez évidente. C'est toujours compliqué hein, de trouver un titre, mais c'était assez évident. Et je pense que j'espère que ça a parlé à des gens, parce que le choix d'un livre, il se fait aussi à travers la couverture, à travers le titre. Et se le dire enfin, ça peut être percutant pour quelqu'un qui se pose plein de questions. C'est-à-dire que qu'est-ce que je devrais me dire, moi et voilà. Et ça fait partie de la réflexion sur nos vies. oui, oui, c'est vrai. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était un beau titre. Et puis, il y a le enfin aussi. C'est-à-dire, peut-être que c'est pas grave, ça prend du temps, mais C'est à la ça, fin, il faut quand même y arriver, quoi. Donc, c'est tout un chemin, peut-être. Et peut-être qu'il faut aller se perdre dans une forêt pour le trouver. exactement. Et, est-ce que vous êtes retourné du coup à Brocéliande? Est-ce que vous y retournez souvent? Quel rôle ça a joué en fait dans votre vie personnelle, le fait d'avoir finalement mis cette forêt dans un roman qui est donc un peu votre bébé, hein? Ouais, j'y suis retournée et cette forêt, elle est restée dans un coin de mon cœur parce que j'y repense souvent et je sais que j'aurai le même plaisir à y retourner, on y allait en famille. De temps en temps, il y a des amis qui sont allés là-bas, qui reviennent, qui m'en parlent. Puis ben, j'ai gardé Michel comme ami, donc on est en contact régulièrement. Et voilà, après, je pense que d'autres choses m'attendent d'ailleurs, mais j'aurai plaisir à y retourner si je peux. J'aimerais bien, mais voilà, tous les endroits de mes livres et tous les personnages aussi restent ancrés au fond de moi et je les lâche pas en fait. Ils font partie de moi parce que c'est tellement puissant d'incarner comme ça une histoire dans un lieu à travers des personnages que je crois on peut pas s'en détacher. Et justement, je voulais vous poser cette question. Donc le livre est sorti, ça fait plus d'un an maintenant. Début mars Euh, de l'année dernière. oui, voilà, c'est ça. Donc ça fait juste un an. Donc il Juste avant le paraît. confinement, c'est pas dur de s'en souvenir. Oui, c'est vrai. C'est vrai ça. Et, euh, et donc, un an plus tard, bah, il paraît en poche. Est-ce que c'est une, pas deuxième naissance, mais enfin, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe justement à la sortie poche pour vous personnellement? Est-ce que vous avez l'impression que ce livre ressort une deuxième fois? Comment vous vivez ce passage en poche? Alors, sur celui-là particulièrement et aussi sur les autres précédemment, hein. À chaque fois que le livre sort en poche, est-ce que ça déclenche des choses particulières en vous? Ouais, c'est important. C'est effectivement un peu une deuxième naissance parce qu'il y a beaucoup de lecteurs qui ne lisent que des poches et donc qui attendent la sortie. Mes lecteurs fidèles attendent aussi la sortie du poche quand eux lisent en poche. Euh, bon, c'est souvent une histoire de coût parce qu'on peut beaucoup plus lire en poche qu'en grand format parce qu'il y a vraiment une différence de coût. Parfois, c'est pour bien ranger dans la bibliothèque parce que c'est le même format, donc ça rentre bien, puis on en met un peu plus.
Donc les férus de littérature et de lecture lisent beaucoup, beaucoup en poche. Et donc, ouais, c'est un deuxième souffle, en fait. C'est un deuxième souffle. Et puis, en plus, là, ça a été retravaillé au niveau de la couverture avec J'ai lu. Et donc, ouais, c'est très motivant et très... c'est un petit peu excitant de voir ce livre ressortir une deuxième fois avec un autre visuel, et puis il y aura d'autres lecteurs, et donc ça me fait très plaisir. Oui, oui, je pense qu'effectivement, la communauté de vos lecteurs grossit à chaque fois qu'il y a un poche. Et puis, moi, je le vois bien, ça remet aussi à jour vos précédents livres. Donc c'est vrai que c'est un événement en soi, finalement, hein. Tout à fait, ouais. Donc moi, est-ce qu'on peut dire que ce livre, c'est un peu un roman initiatique et aussi un livre d'amour et aussi la dénonciation des violences faites aux femmes, tous ces thèmes-là, est-ce qu'il y en a un en particulier que vous avez encore plus, qui vous est encore plus cher? En fait, c'est vrai que j'aborde le thème c'est vrai que c'est important d'en parler aujourd'hui pour la Journée de la femme. Oui. Maintenant, c'est surtout par avec lui où j'avais vraiment traité du sujet. Là j'en ai reparlé un petit peu parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, et quand j'étais sage-femme, j'y étais confrontée aussi. J'avais des patientes qui me racontaient leur situation, donc j'y suis très sensible, et puis je trouve ça tellement dingue qu'on continue à voir des situations comme ça. Donc oui, j'avais envie d'en parler. Maintenant, je pense que le thème principal, ça reste la découverte de soi et la découverte de cette hypersensibilité, parce que il y a tellement de gens, et encore aujourd'hui, je m'en rends compte, il y a tellement de gens qui s'ignorent hypersensibles, et qui, je pense, souffrent de cette ignorance parce qu'ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ils ne comprennent pas pourquoi ils fonctionnent différemment, pourquoi ils souffrent de telles choses et pas d'autres. Et donc, j'avais vraiment envie de lever le voile sur ce sujet-là, de cette grande sensibilité dont certains sont dotés, et aussi donner des pistes pour l'apprivoiser, parce qu'en fait, c'est souvent mal perçu, un petit peu péjoratif de se dire qu'on est hypersensible. On confond ça avec de la sensiblerie ou de l'hyperémotivité ou de la fragilité, ou voilà, alors que c'est un vrai talent, c'est une vraie force d'être très sensible à tout ce qui nous entoure, et voilà. Donc j'aimerais vraiment à travers ce livre, et puis dans la façon dont je parle d'hypersensibilité, réhabiliter cette hypersensibilité pour que ce soit perçu de façon beaucoup plus positive, et que les gens qui le sont se comprennent mieux, et peut-être changent de vie, parce que la leur qu'ils ont construit jusque-là n'était pas adaptée. Parfois, Oui, c'est un peu violent, mais c'est nécessaire. et d'ailleurs, je ne sais pas s'il y aura un bandeau en fait sur le poche, mais dans le grand format, il y avait le bandeau, c'était mon hymne à la nature et à la sensibilité. Donc, Ouais, tout à fait. donc voilà. Oui, j'ai oublié d'ailleurs de tout ce que vous me dites, et puis après, je crois qu'il va falloir laisser les places aux questions. Mais de tout ce que vous me dites, en fait, c'est vrai que vous êtes une personne, et ça se sent dans votre livre et dans tous vos écrits, vous êtes une personne généreuse. Et c'est vraiment agréable de sentir ça à travers l'écriture. Et donc, j'ai oublié, en vous présentant, de dire également que vous êtes alors ambassadonneuse, c'est ça, Oui. pour l'établissement français du sang. Ouais, ouais. Et un grand merci, donc, hein, puisque, voilà, juste pour en dire deux mots peut-être avant les questions, ça me paraît important. Oui, c'est un sujet en permanence d'actualité, parce que en plus, avec cette période de Covid, là, ça a été encore plus compliqué, et il ne faut vraiment pas hésiter à aller donner son sang, parce que on en a besoin tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ce n'est pas que pour les accidents de voiture, c'est pour les femmes qui accouchent, c'est pour les gens qui ont des maladies du sang. Voilà, nous, on en a eu besoin pour notre fils à un moment donné. Et donc c'est une cause que je défends, parce que c'est assez... Bon, on en parle quand même régulièrement, mais
mais les gens ont du mal à franchir le pas et donc j'encourage vraiment chacun à aller donner. Il y a des collectes partout dans les villages, en province, il y a des collectes tout le temps. Donc, il faut essayer une fois et puis se rendre compte que finalement, c'est pas si compliqué et ça sauve des vies. Ça sauve des vies. Bon, le message est passé. Merci. En tout cas, bravo pour votre livre. Et je ne sais pas si l'autre Nathalie veut reprendre la parole. Oui, je suis là. Alors, on va commencer par des messages, Agnès. Le premier message, il vient de François qui dit « Génial ce roman ». Et le deuxième message vient de Vanessa. « Se le dire enfin est comme tous les livres d'Agnès, un roman qui fait prendre conscience que la vie est belle et que quelles que soient ses blessures et sa sensibilité, on peut avancer dans la vie et la rendre encore plus belle. » Donc ça, c'était pour les messages. Maintenant, on va passer aux questions parce que vous avez été sage-femme et donc Isabelle a une question à propos de ça. Vous avez été donc sage-femme et maintenant vous mettez au monde des livres. Y a-t-il quelque chose de commun entre ces deux naissances? Ouais, la grossesse, ouais. on le porte en soi quand même pendant quelques mois. Et c'est vrai que la sortie, c'est un petit peu comme un accouchement. Alors, l'accouchement se fait avec mon agente Valérie, avec mon éditrice Louise. Vraiment, quand je libère ce livre de moi et que je commence à le faire lire, c'est un peu comme une naissance. Puis c'est comme s'il était mis en couveuse et qu'après, il sort au grand jour, il sort de la maternité, tout le monde peut le voir, etc. Donc, il y a ce petit lien. Et puis, je pense qu'il y a aussi une notion de prendre soin, parce que quand j'étais sage-femme, je prenais soin de mes patientes, et là, j'essaie de prendre soin de mes lectrices et de mes lecteurs. Donc, ça reste, il y a un petit pont entre les deux. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué le titre avec Nathalie. Justement, Sandra se demande si le titre est venu tout de suite quand vous avez commencé à écrire ou il est venu à la fin. Et est-ce que vous le choisissez seul ou, comme vous venez de le dire, avec votre éditrice ou votre agent? Alors, ça dépend des livres. Celui-là, je crois qu'il est venu en cours de route. Évidemment, toujours, je le soumets. Alors, c'est très particulier parce que quand j'ai un flash comme ça, je me dis, ça pourrait être le titre. J'en parle tout de suite à Valérie, à Louise, et j'attends leur retour parce que c'est important. Pour moi, c'est important à un moment donné de l'écriture de poser mon écriture sur un titre, comme si c'était un tréteau, enfin quelque chose sur lequel reposer le roman. C'est très bizarre à raconter, mais et ça dépend de chaque livre en fait. Mais ils arrivent à un moment donné avant la fin. J'ai besoin du titre avant d'arriver à la fin. Et je suis très heureuse quand le titre que je propose est validé et correspond et que tout le monde l'aime. Et voilà, c'est comme le prénom du bébé, c'est pareil. Alors justement, comme on en est à parler de prénom, quel rapport avez-vous avec la philosophie, si vous voyez ce que je veux dire par rapport à un prénom particulier dans ce livre? Non, mais j'ai trouvé sympa qu'un chat porte le nom d'un philosophe parce que les chats sont surtout celui-là. Platon, la caverne, mystique, mythique avec la forêt. Est-ce qu'il y a des ponts ou pas Bien sûr, bien sûr. Et puis ce chat est quand même un chat philosophe. Hein. Il dirige un peu les humains en les emmenant là où ils doivent aller, en les remettant en place quand il faut les remettre en place. Et voilà, je me suis un petit peu amusée avec ce chat. Alors, Valérie voudrait savoir si quel livre récent ou non que vous avez écrit a été. Est-ce que vous avez des propositions pour être adapté au cinéma? Alors, pas encore, j'attends, j'espère. J'avais eu une proposition pour Marie d'en haut par Sandrine Bonner, je l'avais rencontrée et elle voulait passer derrière la caméra et l'adapter. Et puis, ça s'est pas fait. Je ne sais pas pourquoi, mais souvent, il faut beaucoup d'argent pour faire un film, donc c'est souvent ça qui est un petit peu rédhibitoire, mais j'espère s'il y a des producteurs qui nous écoutent, mais avec grand plaisir, avec grand plaisir. Alors, une question, vous avez la liberté de ne pas y répondre, c'est Rachel qui la pose. Agnès parlait d'un roman en cours d'écriture tout à l'heure, peut-elle nous en dire plus, le sujet, la sortie? Donc, je vous laisse. Alors, la sortie, pas cette année, et le sujet c'est... je ne sais pas si je dois dire ou pas. Ça va parler d'une très belle rencontre
Parce qu'en plus, je pense que j'ai eu besoin, là, pendant cette période depuis un an, enfin, je sais pas vous, mais moi, je suis triste de ne plus être en contact avec les gens. Et donc, je pense qu'il y a plein de rencontres qui ne se sont pas faites, qui auraient dû se faire et qui ne se sont pas faites. Et donc, j'avais envie de parler d'une belle rencontre pour mettre du baume sur le cœur des gens qui ont été un petit peu tous isolés, chacun dans leur coin. Et voilà, ça parlera aussi un petit peu du sacrifice qu'on a tendance à tous faire dans la vie. Et voilà, mais j'en dis pas plus parce que c'est déjà beaucoup. Et sans nous en dire plus, juste, ne nous dites pas, mais vous avez déjà trouvé le titre? Oui. Et il a été validé. Alors justement, on parle de livres. Il y a beaucoup de questions sur quelles sont vos lectures, Agnès? Ça intéresse beaucoup les lecteurs. Qu'est-ce que vous lisez comme livre? Alors, je lis de tout. Et je lis de tout. Je lis beaucoup d'essais sur des sujets qui m'intéressent. Je lis beaucoup de polars parce que j'aime beaucoup. Voilà. Je suis une inconditionnelle de Fred Vargas, de Bernard Minier. J'attends, là, il sort le sien le 1er avril, donc j'attends avec impatience. Et après, je lis des romans comme ça qui passent au gré de mes recherches. Et là, j'ai lu récemment Gaël Josse. Ce matin-là, moi j'adore son écriture, hein. C'est de la dentelle et j'aime vraiment beaucoup, donc voilà, c'est le dernier que j'ai lu. En général, je poste sur Instagram les livres que j'ai lus et que j'ai aimés, mais c'est très variable, c'est très divers. Alors justement, vous aimez les polars. Est-ce que ça vous attire d'écrire un polar ou pas du tout? Vous préférez les lire? J'y pense. Ça chemine, on va dire que ça chemine doucement, mais c'est une écriture particulière. Enfin, c'est pas si simple, hein, c'est pas si simple. Mais ça chemine. On va dire que ça chemine. Peut-être un jour, je sais pas, mais en tout cas, pour l'instant, j'adore les lire. Puis, alors, je suis extrêmement admirative des intrigues, voilà. Bernard Minier, Pierre Lemaître. Vous lisez Alex, mais je suis scotchée de voir sa créativité en termes d'intrigue, quoi. Voilà, c'est savoureux. On va revenir à votre roman. Arnaud se demande, est-ce qu'on peut parler d'une thérapie de groupe? D'une thérapie de groupe, pour se le dire enfin? Ouais. Ouais. Bah ouais, c'est une bonne façon d'en parler, parce que mais je pense qu'on fonctionne tous en thérapie de groupe. En fait, on se fait tous du bien, à moins d'être vraiment solitaire et ermite dans une forêt, mais on est tous en interaction, nous sommes des êtres sociaux, donc la thérapie, elle se fait par la rencontre. Alors parfois ça fait du mal, mais parfois ça fait du bien. Tout l'enjeu est de se débarrasser des relations qui font du mal et de ne garder que celles qui font du bien. Est-ce qu'en écrivant ce roman, vous avez appris des choses sur vous que vous ne soupçonniez même pas? Est-ce que la forêt vous a ouvert quelque chose? Oh là, ça c'est une question difficile. Je pense que ça m'a permis d'apprendre encore plus la solitude, parce que j'ai été me balader seule dans la forêt et je suis partie seule en voiture là-bas. Donc c'était déjà le cas, mais je pense que ça a rajouté une petite couche d'indépendance en fait et de capacité à affronter mes peurs. Sinon, j'ai appris plein de choses sur les automates et j'en suis ravie, avec Thierry Chapeau, qui est un ami de Strasbourg, qui est en atelier avec Frédéric Pillot. Ils travaillent dans le même atelier. Et c'était passionnant. Il m'a expliqué comment fonctionnait un automate. Et voilà, j'aime beaucoup quand j'écris un livre, apprendre des choses sur les sujets que je traite. Et comme j'aime bien être très précise, je me renseigne beaucoup en amont. Alors justement, il y avait une question sur le temps de préparation. C'est combien de temps à peu près pour ce roman-là, de préparation, de recherche? Oh, je dirais une trentaine d'années et un an. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'on tire derrière soi et qu'on a acquis jusque-là et où on va aller rechercher des choses au fond de soi. Et puis, il y a le travail spécifique.
je dirais, c'est difficile parce que c'est pas quantifiable, c'est pas comme aux échecs où on appuie quand on a fini de réfléchir et où c'est à l'autre. Là, c'est tellement fondu dans la vie que je dirais autour d'une année, mais le travail sur l'hypersensibilité, c'était 5-10 années en arrière, donc ouais, c'est très variable. Alors moi, je n'ai plus de questions. Est-ce que Nathalie a une dernière question à poser à Agnès? Alors, ce n'est pas exactement une question, mais c'est une réflexion que je me faisais justement en vous écoutant. Et je ne vous ai pas interrogé là-dessus, mais il y a quand même des passages, il y a beaucoup de sensualité aussi dans ce livre, et que vous décrivez de manière à la fois douce. Donc voilà, je me demandais si ces passages-là, c'était particulièrement difficile peut-être de les écrire, parce que voilà, il y a la sensualité, le sexe, enfin tout ça, et c'est très très bien mené tout ça. Merci beaucoup. C'est super difficile à écrire. Je pense, oui. Parce qu'il faut trouver le bon ton pour y aller quand même et pour pas être trop ni dans la vulgarité, ni dans... Voilà, c'est vraiment pas facile. Après, je pense que c'est aussi mon hypersensibilité qui fait que peut-être j'arrive à transmettre cette sensualité-là de façon sensible aussi, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, je travaille beaucoup ces scènes-là parce que je veux vraiment que ça sonne juste et que ça parle au lecteur. Voilà. Alors, mais c'est vrai que c'est tout, oui, c'est tout en délicatesse et en même temps, ça crée beaucoup d'émotions chez le lecteur et la lectrice. Il y a une dernière question qui vient d'arriver. Quels auteurs, alors, au pluriel ou au singulier, a été déterminant dans votre décision d'écrire, Agnès? Alors, ça remonte à très loin, je pense, en faisant une recherche avec le recul. Je cite souvent Claude Michelet, des Griffes au loup, parce que j'ai encore dans mon bureau, il est là-bas, là, le petit extrait d'un passage du livre je devais avoir 15-16 ans quand je l'ai lu et qui m'a touchée, mais au plus profond de mon cœur et j'ai tellement admiré cette façon de transmettre une émotion à travers l'écriture. Je pense que ça s'est inscrit quelque part en moi et puis ça a mis une vingtaine d'années à ressortir, mais oui. Et puis Anna Gavalda, Ensemble c'est tout, ça a été un livre qui m'a bouleversée. Fred Vargas, j'admire son écriture et voilà, enfin plein d'auteurs et donc ça donne envie d'écrire. Vous saviez que vous alliez écrire quand vous étiez... Pardon. Vous saviez que vous alliez écrire quand vous étiez enfant? Est-ce que vous êtes dit, je veux devenir écrivain? Non, c'est vraiment un déclencheur qui est plus tard. Ouais, pas du tout. Mais j'ai toujours aimé écrire. Par contre, écrire des romans, non, c'est venu avec les aléas de la vie. Mais j'ai baigné dans la lecture et dans l'écriture depuis toujours. Faut lire beaucoup et faire lire les enfants et lire aux enfants. C'est important. Alors, Se le dire enfin sort mercredi en format poche aux éditions J'ai lu. Il sera sur les tables de librairie de Nathalie Iris à la Garenne-Colombe, à la librairie Mots en Marge. Il sera sur toutes les librairies de France. Donc, pour ceux qui ont eu la chance de ne pas encore l'avoir lu, vous pouvez aller l'acheter mercredi. Après, pour ceux qui l'ont déjà lu et qui veulent le relire, ça sera aussi cette chance-là. Agnès, avant de vous donner le mot de la fin, je donne rendez-vous à nos amis lecteurs demain à 19h. On retrouvera Jennifer Murzo pour son roman Le cœur et le chaos, sorti aux éditions Julliard. Donc Agnès, je vous laisse la lourde tâche de faire la conclusion. J'ai envie de souhaiter bon courage à tout le monde dans cette période difficile et pour vous évader, lisez. Voilà. C'est tout. Et moi, je rajoute, lisez Agnès Ledig. Donc, lisez son dernier. Si vous n'avez pas lu les précédents, lisez les précédents. Et voilà, et je trouve que vos romans vous ressemblent ou vous ressemblent à vos romans. Je ne sais pas, en tout cas, ça fait un tout bien cohérent et qui nous fait beaucoup, beaucoup de bien. Merci beaucoup. Merci mesdames, je vous souhaite une belle soirée et belle vie à Se le dire enfin chez J'ai lu. Au revoir mesdames.